On vit une époque où, soyons honnêtes, le mariage ne semble plus du tout être un passage obligé. On peut très bien vivre ensemble, avoir des enfants et construire une vie géniale sans jamais passer devant le maire. Mais alors pourquoi est-ce qu'une fois la barre des 30 ans franchie, ça redevient soudainement une priorité absolue pour tellement de monde? C'est ce grand paradoxe qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la question centrale qui va guider notre exploration. Qu'est-ce qui se passe exactement après 30 ans? Et pour comprendre ça, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir. On va s'appuyer sur de vrais chiffres, sur des données démographiques et même sur le droit pur et dur. Parce que derrière tous ces débats enflammés sur le couple moderne, on va voir qu'il y a des mécanismes très logiques liés à l'âge et aux attentes qui évoluent. En fait, on observe un contraste fondamental entre ces deux décennies. À 20 ans, le couple est surtout perçu comme une grande zone d'exploration. On se cherche, on tient à sa liberté, on expérimente. Mais la trentaine vient complètement changer la donne. On commence à chercher une direction claire. Ce qu'on veut, c'est de la stabilité, du sérieux et de la sécurité. Concrètement, on passe de la question « est-ce qu'on passe un bon moment ?» à « est-ce que je peux vraiment bâtir ma vie avec cette personne ?» Et ça nous amène directement à ce fameux effet de la trentaine, ce moment précis où la pression monte et où plusieurs horloges se mettent à tourner. Et les chiffres le montrent de manière éclatante. En France, aujourd'hui, l'âge moyen au premier mariage est de 37,6 ans pour les femmes et carrément de 40 ans pour les hommes. Donc, ce basculement après 30 ans, ce n'est pas juste une impression vague, c'est une réalité statistique indéniable. On se marie beaucoup plus tard, précisément quand les vrais enjeux de la vie d'adulte s'intensifient. Alors, d'où vient cette pression au juste? En gros, il y a 3 horloges qui s'activent. D'abord, la pression sociale. Les amis achètent des maisons, se marient, et la famille commence à poser des questions. Ensuite, il y a une vraie fatigue affective. Passer sa vingtaine dans des relations floues, ça épuise et on refuse de perdre plus de temps. Et enfin, il y a la réalité biologique. C'est un fait, la fertilité n'est pas éternelle et ça impose une limite de temps très concrète pour fonder une famille. D'ailleurs, un récent rapport de l'Assemblée nationale met le doigt sur un point crucial. Pour fonder une famille aujourd'hui, il faut un niveau de stabilité beaucoup plus élevé qu'avant. Avec le coût de la vie et l'accès au logement, on ressent un immense besoin de sécurité. S'engager dans la parentalité demande des bases ultra solides, ce qui pousse assez naturellement à vouloir un engagement officiel comme le mariage. Ce qui nous amène à une transition incontournable, et souvent le cœur des débats les plus tendus. À qui profite vraiment le mariage? Surtout qu'on entend souvent dire, côté masculin, que le mariage moderne serait uniquement à l'avantage des femmes. Pour y voir plus clair, il faut regarder la réalité juridique. Le droit français fait une différence monumentale entre le mariage, le PACS et l'union libre. Le mariage offre des protections qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En cas de divorce, avec un gros écart de revenus, seul le mariage prévoit une prestation compensatoire. Et en cas de décès, seul le mariage permet de toucher la pension de réversion. Le PACS ou le concubinage, rien du tout, zéro protection. Il faut s'arrêter un instant sur cette pension de réversion, parce que c'est un mécanisme capital. En gros, c'est le fait de transférer un pourcentage de la retraite de l'époux décédé au conjoint qui reste. C'est littéralement un bouclier contre la précarité pour les vieux jours, et c'est un privilège totalement exclusif aux gens mariés. Et quand on regarde qui en bénéficie, c'est frappant. 9 personnes sur 10 qui touchent cette pension sont des femmes. Pourquoi une telle proportion ? Évidemment à cause de l'espérance de vie, mais surtout en raison des sacrifices professionnels massifs que les femmes ont historiquement faits pour la famille. C'est ce qu'on appelle la pénalité de la maternité. Et les chiffres sont assez sévères. Aujourd'hui encore, les femmes assument environ 72% du travail domestique. Et le plus marquant, dans les 10 ans qui suivent le premier enfant, leur revenu baisse en moyenne de 38%. 38%! Quand on prend un tel risque économique personnel, c'est totalement logique de chercher la sécurité juridique qu'apporte le mariage. Le point essentiel à retenir, c'est que la loi n'est pas biaisée pour avantager les femmes de manière arbitraire. Le mariage est structurellement pensé pour protéger celui ou celle qui devient le plus vulnérable économiquement en construisant la famille. Il se trouve juste que statistiquement, c'est encore très souvent la femme. Mais sortons un peu des textes de loi, vous allez toucher au cœur du problème. Si les tensions sont parfois vives sur ce sujet, c'est parce qu'au fond, tout le monde opère à partir de peurs parallèles. La véritable hantise, des deux côtés, c'est d'être utilisé. C'est fascinant de mettre ces deux angoisses face à face. D'un côté, beaucoup de femmes sont terrifiées à l'idée d'être juste une option, de donner leurs meilleures années à quelqu'un qui ne s'engagera jamais vraiment. De l'autre côté, beaucoup d'hommes ont la hantise d'être le plan de secours, d'être choisis uniquement pour leur stabilité financière au moment où l'horloge tourne pour l'autre personne. Ça illustre d'ailleurs une angoisse masculine très forte et très moderne, la peur d'être ce qu'on appelle l'homme de fin de parcours. C'est l'anxiété d'être sélectionné, non pas par passion amoureuse, mais simplement parce qu'on est devenu le choix raisonnable, le choix sûr, une fois que les années de légèreté sont terminées.
Ça permet de vraiment comprendre l'hésitation de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Quand ils reculent face au mariage, ce n'est pas toujours par simple immaturité, c'est très souvent un calcul de risque. Un mariage dure en moyenne 15 ans avant un divorce, et il pèse lourdement le risque financier, la perte de liberté et la lourdeur d'un contrat juridique dans une époque où l'amour semble extrêmement fragile. Et nous voici arrivés au point culminant de cette réflexion. Ce n'est absolument pas un affrontement entre les hommes et les femmes. Il y a cette citation tirée de nos recherches qui tape vraiment dans le mille. La vraie question est, pourquoi avons-nous tellement peur d'aimer sans garantie, mais aussi tellement peur de nous engager avec des garanties? C'est ça le vrai paradoxe. On veut la sécurité d'un contrat pour se protéger, tout en étant terrifié par l'idée de s'y retrouver coincé. Ce qui nous laisse sur cette réflexion finale. Avec tout ce qu'on vient de décortiquer, est-ce que le mariage est encore la preuve ultime de l'amour romantique ou est-ce que c'est devenu une sécurité négociée face aux risques de la vie? C'est une vraie question de fond et la réponse dépend sans doute de l'honnêteté de chaque couple. En tout cas, c'est une mécanique passionnante à observer. Merci d'avoir suivi ce décryptage, c'est un sujet qui donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont on conçoit nos relations aujourd'hui.